Salut à tous, les amis. Bienvenue sur la chaîne Hollywood Inside pour une plongée captivante dans l'histoire de l'un des couples les plus emblématiques de notre époque, Michelle et Barack Obama. Pendant des décennies, Michelle Obama a été un modèle de force, de grâce et de résilience, naviguant avec élégance dans le tourbillon médiatique de sa vie en tant que première dame des États-Unis. Derrière son sourire posé et son soutien indéfectible à son mari, des rumeurs persistantes ont jeté une ombre sur leur mariage apparemment parfait. Aujourd'hui, à l'aube de ses 60 ans, Michelle Obama s'exprime enfin, affrontant les spéculations qui ont entouré leur union et rétablissant la vérité sur leur vie commune à la Maison-Blanche. Avant de plonger dans ces rumeurs, explorons les origines de Michelle et Barack, leur rencontre, et les événements qui ont alimenté ces spéculations. Si vous êtes passionné par les histoires de leadership, d'amour et de résilience, cette vidéo est pour vous. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Michelle Lavone Robinson naît le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille modeste du South Side. Fille de Fraser Robinson III, employé municipal dans une usine de traitement des eaux et capitaine électoral démocrate, et de Marian Shields Robinson, secrétaire devenue femme au foyer, Michelle grandit dans un foyer chaleureux mais marqué par les défis. Sa famille, issue des communautés afro-américaines du sud des États-Unis, porte une histoire riche et complexe, remontant à l'époque pré-guerre civile. Du côté paternel, Michelle descend du peuple Gula de la région de Low Country, en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père, Jim Robinson, né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown, obtient sa liberté à 15 ans après la guerre civile. Certains membres de la famille paternelle vivent encore dans cette région, où le grand-père de Michelle, Fraser Robinson Jr. a construit une maison après sa retraite. Du côté maternel, la lignée de Michelle inclut Melvinia Dozier Shields, son arrière-arrière-arrière-grand-mère, née esclave en Caroline du Sud et vendue à Henry Walsh Shields, un fermier géorgien. Le premier fils de Melvinia, Dolphus T. Shields, né vers 1860, était de descendance mixte. Des analyses ADN et des recherches historiques suggèrent que son père probable était Charles Marion Shields, le fils du propriétaire de Melvinia. Après l'émancipation, Melvinia a eu 2 autres enfants métis et vivait près de la famille Shields, adoptant finalement leur nom avant de le modifier. Dolphus et sa femme Alice s'installent à Birmingham, en Alabama, devenant les arrière-arrière-grands-parents de Michelle. Ses grands-parents maternels migrent ensuite à Chicago, où d'autres descendants s'établissent à Cleveland au XXe siècle. Michelle passe son enfance dans une maison au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore à Chicago, louée à sa grande-tante. Elle grandit dans un foyer traditionnel, avec des repas en famille autour de la table à manger et des activités comme jouer au Monopoly ou lire avec ses proches. L'école élémentaire est à 2 pas, facilitant son quotidien. Michelle prend des cours de piano auprès de sa grande-tante, une professeure, et cultive ses talents musicaux. La famille fréquente l'église méthodiste unie de South Shore et part parfois en vacances dans une modeste cabane à White Cloud, dans le Michigan. Avec son frère aîné, Craig, de 21 mois son aîné, Michelle saute la 2e année scolaire, témoignant de son excellence académique. La sclérose en plaques de son père, Fraser, marque profondément Michelle. Déterminée à éviter les ennuis et à réussir, elle rejoint une classe pour surdouer à l'école élémentaire Bryn Mawr, aujourd'hui Boucher Academy, en 6e année. Elle intègre ensuite le lycée Whitney Young, le premier lycée sélectif de Chicago, où elle côtoie Santita, la fille de Jesse Jackson. Le trajet de 3 heures aller-retour entre le South Side et le Near West Side est exigeant, mais Michelle surmonte l'anxiété liée à la perception des autres, utilisant les jugements comme une motivation. Elle fait face à des discriminations de genre, notant que certains s'intéressaient plus à la vie de son frère qu'à la sienne. Malgré cela, elle brille académiquement, restant sur le tableau d'honneur, participant à des cours avancés, intégrant la National Honor Society et devenant trésorière du conseil étudiant. En 1981, elle termine 2e de sa classe. En 1981, encouragée par son frère Craig, Michelle s'inscrit à l'université de Princeton, où elle se spécialise en sociologie avec une mineure en études afro-américaines. Elle obtient un baccalauréat SR avec distinction en 1985, rédigeant une thèse de 99 pages intitulée Princeton Educated Blacks and the Black Community, supervisée par Walter Wallace.
Certains professeurs du lycée l'avaient découragée de postuler à Princeton, estimant qu'elle visait trop haut. Michelle attribue son admission en partie au succès de Craig, diplômé de Princeton en 1983, mais elle est déterminée à prouver sa valeur. À Princeton, elle se sent d'abord submergée, ses parents n'ayant pas fréquenté l'université, ce qui limite son exposition à cet environnement. Michelle ressent un sentiment de détachement sur le campus, amplifié par des tensions liées à la race et à la classe socio-économique. La mère d'une colocataire blanche tente de faire réaffecter sa fille en raison de l'ethnicité de Michelle. Malgré cela, elle s'engage dans le Third World Center, aujourd'hui Carl Phil Center, un groupe soutenant les étudiants issus de minorités. Elle gère un centre de garde d'enfants et organise des séances de tutorat après l'école. Sa thèse explore les perceptions des anciens élèves afro-américains de Princeton sur leur identité raciale. Contre son hypothèse initiale, les résultats montrent que les diplômés ne conservent pas toujours des liens forts avec la communauté afro-américaine après une éducation d'élite. Avec moins de 90 réponses sur 400 questionnaires envoyés, les données restent limitées mais révélatrices. Michelle poursuit ses études à la Harvard Law School, obtenant un Juris Doctor, JD, en 1988. Mentorée par Charles Ogletree, elle gagne en confiance, réconciliant son identité afro-américaine avec ses ambitions académiques. Elle participe à des manifestations pour le recrutement de professeurs issus de minorités et travaille au Harvard Legal Aid Bureau, aidant des locataires défavorisés. Michelle devient la troisième première dame à détenir un diplôme de troisième cycle, suivant Hillary Clinton et Laura Bush. Elle exprime sa gratitude pour les opportunités inattendues offertes par son parcours académique. Après Harvard, Michelle commence sa carrière comme associée au cabinet d'avocats Sidley et Austin à Chicago, où elle rencontre Barack Obama. Spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle, elle conserve sa licence juridique active, bien qu'elle ne soit plus essentielle à ses rôles actuels. En 1991, elle rejoint le gouvernement municipal de Chicago comme assistante du maire et commissaire adjointe à la planification. En 1993, elle devient directrice exécutive de Public Ally à Chicago, une organisation encourageant l'engagement des jeunes dans des causes sociales. Pendant 4 ans, elle excelle dans la collecte de fonds, établissant des records inégalés pendant 12 ans. Michelle déclare n'avoir jamais ressenti autant de satisfaction avant ce rôle. En 1996, elle devient doyenne associée des services aux étudiants à l'Université de Chicago, créant le Centre de services communautaires. En 2002, elle rejoint les hôpitaux de l'Université de Chicago comme directrice exécutive des affaires communautaires, puis est promue vice-présidente en 2005. Pendant la campagne présidentielle de 2008, elle réduit ses heures pour soutenir Barack et leurs filles, Malia et Sacha. En 2006, ses revenus s'élèvent à 273 600 $, auxquels s'ajoutent 51 200 $ de son rôle au conseil d'administration de Treehouse Foods, un fournisseur de Walmart. Elle quitte ce poste après des critiques sur les pratiques de Walmart. Michelle siège également au Chicago Council on Global Affairs. En 2021, elle annonce une transition vers la retraite, réduisant sa charge de travail pour passer plus de temps avec Barack. Barack Hussein Obama naît le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, au Kapiolani Medical Center, devenant le seul président américain né en dehors des 48 États contigus. Sa mère, Anne Dunham, une Américaine de 18 ans originaire de Wichita, Kansas, a des ancêtres anglais, gallois, allemands, suisses et irlandais. Une étude de 2012 suggère qu'elle pourrait descendre de John Ponch, un esclave africain du XVIIe siècle en Virginie. Le père de Barack, Barack Hussein Obama Sr., est un Kényan de la tribu Luo, né à Nyangoma Kojlo. Les parents de Barack se rencontrent en 1960 lors d'un cours de russe à l'université d'Hawaï, se marient en 1961 et accueillent Barack quelques mois plus tard. Après la naissance de Barack, Anne et son fils déménagent à Seattle, où elle étudie à l'université de Washington. Barack Sr. obtient un diplôme en économie à Hawaï en 1962, puis part pour Harvard. Les parents se séparent en 1964, et Barack Sr. retourne au Kenya, où il travaille comme analyste économique. Il ne revoit son fils qu'une fois, à Noël 1971, avant de mourir dans un accident de voiture en 1982. En 1965, Anne épouse Lolo Setoro, un étudiant indonésien, et déménage avec Barack à Jakarta en 1967. De 6 à 10 ans, Barack,
surnommé Barry, fréquente des écoles locales, apprenant l'indonésien. En 1971, il retourne à Honolulu, vivant avec ses grands-parents maternels et fréquentant la prestigieuse Punahou School jusqu'en 1979. Barack consomme de l'alcool, de la marijuana et de la cocaïne pendant son adolescence, cherchant à comprendre son identité biraciale. Il fréquente le Chum Gang, un groupe d'amis partageant ses habitudes. Après le lycée, il étudie à Occidental College, puis à Columbia University, obtenant un diplôme en sciences politiques en 1983. Il intègre ensuite la Harvard Law School, devenant le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Sa carrière commence comme organisateur communautaire à Chicago, avant qu'il ne devienne avocat en droit civique. Michelle et Barack se rencontrent en 1989 au cabinet Sidley et Austin, où Michelle, l'une des rares avocates afro-américaines, est chargée de superviser Barack, stagiaire d'été. Leur première interaction a lieu lors d'un déjeuner professionnel, suivi d'un événement communautaire où Barack impressionne Michelle par son charisme. Leur premier rendez-vous, une sortie pour voir Do the Right Thing de Spike Lee, marque le début de leur romance. Michelle, issue d'un foyer stable, contraste avec Barack, à la personnalité plus aventureuse. Ils se marient le 3 octobre 1992. Après une fausse couche, Michelle a recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur fille, Malia, 1998, et Natasha, dite Sacha, 2001. La carrière politique de Barack est marquée par des jalons historiques. En 1996, il est élu au Sénat de l'Illinois, se concentrant sur la santé, l'éducation et la justice pénale. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004 le propulse sur la scène nationale, menant à son élection au Sénat américain. En 2008, sa campagne présidentielle, axée sur l'espoir et le changement, attire les jeunes et les minorités. Élu 44e président des États-Unis, il devient le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Son mandat voit l'adoption de l'Affordable Care Act, de la loi Dodd-Frank, et des initiatives pour le climat et l'égalité. Il joue un rôle clé dans l'élimination d'Oussama Ben Laden et l'accord nucléaire iranien. Réélu en 2012, il reste influent via sa fondation après 2017. Les Obama résidant dans le South Side de Chicago, où Barack enseigne le droit à l'Université de Chicago. Après son élection au Sénat américain, la famille reste à Chicago pour le bien-être de leur fille. Pendant la campagne de 2008, Michelle limite ses absences à une nuit par semaine. Les filles fréquentent les écoles de laboratoire de l'Université de Chicago, puis la Sidwell Friends School à Washington. Marian Robinson, la mère de Michelle, s'installe à la Maison-Blanche pour soutenir la famille. Michelle consulte Laura Bush, Rosalind Carter et Hillary Clinton pour des conseils sur l'éducation des enfants à la Maison-Blanche. En tant que première dame, Michelle lance Let's Move. Pour lutter contre l'obésité infantile, joignant force avec Jill Biden pour soutenir les militaires, Richie Gay pour encourager l'éducation, et Let Girls Learn pour promouvoir l'éducation des filles dans le monde. Elle gère les événements officiels de la Maison-Blanche, ses discours renforçant son impact. Sa grâce et son engagement la rendent admirée mondialement. Malgré la connexion profonde et le respect mutuel qui unissent Michelle et Barack Obama, leur mariage n'a pas échappé aux spéculations et aux rumeurs. Ces murmures, souvent amplifiés par la pression médiatique et l'exposition publique, ont parfois jeté une ombre sur leur union, considérée par beaucoup comme un modèle de stabilité et d'amour. Michelle, dans une interview sincère avec le magazine Elle en 2018, a abordé ces défis avec une transparence remarquable, révélant que leur mariage, comme tout autre, a traversé des moments difficiles. Elle a partagé qu'ils ont eu recours à une thérapie de couple pour renforcer leur lien, un aveu qui a surpris certains mais qui a aussi humanisé leur histoire. Nous avons appris à parler de nos différences, a-t-elle expliqué, soulignant que leur engagement à surmonter les obstacles a été une force motrice dans leur relation. Cette franchise a non seulement démystifié l'idée d'un mariage parfait, mais a aussi inspiré des millions de personnes à reconnaître que même les couples les plus en vue doivent travailler sur leur relation. Les rumeurs autour de leur mariage ont pris racine dans plusieurs événements, notamment la relation passée de Barack avec Sheila Miyoshi Yager, une professeure aujourd'hui à Oberlin College. Selon le livre Rising Star, The Making of Barack Obama de David Garrow, publié en 2017, Barack et Sheila ont partagé une relation intense dans les années 1980, à une époque où Barack vivait à Chicago et débutait sa carrière d'organisateur communautaire.
Leur lien était profond, marqué par une connexion émotionnelle et intellectuelle. Sheila, d'origine néerlandaise et japonaise, a décrit leur relation comme passionnée mais complexe, en partie à cause des ambitions croissantes de Barack et des différences culturelles. Barack a proposé le mariage à Sheila à 2 reprises, en 1986 et 1987, mais elle a décliné, citant son jeune âge et les préoccupations de sa famille concernant leur avenir commun. Cette relation s'est terminée en 1987, alors que Barack se concentrait sur ses ambitions politiques et que Sheila partait poursuivre ses études en Corée du Sud. Cependant, leur histoire ne s'est pas complètement éteinte. Lorsqu'elle est revenue aux États-Unis en 1990 pour un poste à Harvard, Sheila et Barack ont repris contact, échangeant des lettres où Barack exprimait des sentiments persistants, bien qu'il soit déjà engagé avec Michelle. Ces correspondances, révélées par Garrow, ont alimenté des spéculations sur une possible infidélité de Barack au début de sa relation avec Michelle. Sheila a confirmé avoir rencontré Barack sporadiquement à cette époque, mais elle a précisé que, dès 1991, elle avait tourné la page, entamant une nouvelle relation et laissant leur passé derrière elle. Ces révélations, bien que basées sur des témoignages crédibles, n'ont jamais été confirmées publiquement par Barack ou Michelle. Au lieu de s'attarder sur ces spéculations, ils ont choisi de se concentrer sur leur engagement mutuel et leur famille. Michelle, dans son livre Becoming, 2018, évoque les défis d'un mariage sous les projecteurs, notant que les rumeurs sont souvent amplifiées par une presse avide de sensationnalisme. Elle écrit « Les gens aiment inventer des histoires sur nous, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le travail quotidien que nous faisons pour rester unis. » Cette approche pragmatique a permis aux Obama de naviguer dans les tempêtes médiatiques avec une dignité remarquable. Les rumeurs d'infidélité ne sont pas rares pour les couples de pouvoir, et les Obama ne font pas exception. Leur position en tant que premier couple afro-américain à la Maison-Blanche a attiré une attention sans précédent, souvent teintée de préjugés raciaux et de stéréotypes. Certains médias à sensation, comme des tabloïds ou des blogs peu scrupuleux, ont propagé des récits exagérés, allant de prétendues liaisons de Barack avec des membres de son équipe à des spéculations sur des tensions maritales menant à une possible séparation. Ces histoires, souvent dénuées de preuves concrètes, ont prospéré dans un climat de polarisation politique, où les adversaires des Obama cherchaient à discréditer leur image. Un exemple notable est une rumeur de 2008, pendant la campagne présidentielle, suggérant que Barack avait une liaison avec une assistante de campagne. Cette allégation, relayée par certains médias conservateurs, n'a jamais été étayée et a été rapidement démentie par l'équipe de campagne. Michelle, dans une interview avec Oprah Winfrey en 2009, a abordé ces spéculations avec humour. « Si nous devions écouter chaque rumeur, nous n'aurions plus le temps de vivre notre vie. » Cette capacité à répondre avec légèreté tout en restant focalisée sur leurs objectifs a renforcé leur crédibilité auprès du public. La thérapie de couple, évoquée par Michelle, a joué un rôle clé dans leur résilience. Dans Becoming, elle décrit des moments où leurs horaires surchargés, Barack jonglant entre sa carrière politique et ses responsabilités familiales, Michelle gérant sa carrière et l'éducation de leur fille, ont créé des tensions. Il y avait des jours où je me sentais seule, où je me demandais si nous étions sur la même longueur d'onde, confie-t-elle. La thérapie leur a offert un espace pour communiquer ouvertement, aborder leurs frustrations et redéfinir leurs priorités. Barack, dans une interview avec The New Yorker en 2014, a salué cette démarche. « Michelle m'a appris à être plus vulnérable, à parler de ce qui me pèse. Ça nous a rendus plus forts. » Le contexte de leur vie publique a exacerbé ces défis. En tant que premier couple afro-américain à la Maison-Blanche, les Obama étaient sous une loupe constante. Chaque geste, chaque mot était scruté, souvent à travers le prisme de stéréotypes raciaux ou de biais politiques. Par exemple, des commentateurs conservateurs ont critiqué Michelle pour des remarques perçues comme trop franches, comme lorsqu'elle a dit en 2008 « Pour la première fois, je suis vraiment fière de mon pays ». Cette phrase, sortie de son contexte, a alimenté des accusations de manque de patriotisme, ajoutant une pression supplémentaire sur leur image de couple uni. Les rumeurs ont également été alimentées par la dynamique de pouvoir au sein de leur mariage. Michelle, avec son diplôme de Harvard et sa carrière impressionnante, était souvent perçue comme une partenaire égale, voire dominante, dans leur relation. Certains médias ont spéculé que cette égalité pouvait créer des tensions, une idée que Michelle a réfutée dans Becoming. Les gens pensent que parce que je suis forte, je veux tout contrôler. Mais avec Barack, nous sommes des partenaires. Nous nous soutenons mutuellement.
Cette perception erronée reflète un malaise culturel face à une femme afro-américaine puissante, un défi que Michelle a transformé en force à travers ses initiatives publiques. Comparé à d'autres couples présidentiels, comme Bill et Hillary Clinton, qui ont également fait face à des rumeurs d'infidélité, l'approche des Obama a été marquée par une transparence mesurée. Alors que les Clinton ont souvent choisi de rester silencieux sur les spéculations, Michelle et Barack ont opté pour une communication ouverte, sans confirmer ni infirmer chaque rumeur. Cette stratégie leur a permis de maintenir leur dignité tout en recentrant l'attention sur leurs accomplissements. Par exemple, pendant la présidence de Barack, Michelle a utilisé ses apparitions publiques pour promouvoir des causes comme Let's Move et Let Girls Learn, détournant l'attention des ragots pour mettre en avant des enjeux sociaux. Le rôle des médias sociaux a également amplifié ces rumeurs. À l'ère de Twitter, aujourd'hui X, et des blogs, les spéculations se propagent rapidement, souvent sans vérification. En 2016, une fausse rumeur selon laquelle Michelle envisageait le divorce a circulé sur des plateformes en ligne, alimentées par des comptes anonymes. L'équipe des Obama a choisi de ne pas répondre directement, mais Michelle a utilisé une apparition sur The Ellen DeGeneres Show pour réaffirmer son amour pour Barack, déclarant avec humour « Il est mon rock, même quand il m'énerve parfois ». Cette légèreté a désamorcé les tensions tout en renforçant leur image de couple authentique. Un autre aspect des rumeurs concerne la pression exercée par la vie à la Maison-Blanche. Pendant 8 ans, les Obama ont jonglé entre leur rôle de parents, de leaders politiques et de figures publiques. Michelle a révélé dans Becoming que la sécurité constante et l'absence d'intimité étaient des défis majeurs. « Nous vivions dans une bulle », écrit-elle. Chaque moment était surveillé, chaque mot analysé. Cette pression a parfois alimenté des malentendus, comme lorsque des photos de Barack discutant avec des collègues féminines étaient interprétées à tort comme des signes d'infidélité. Les Obama ont contré ces spéculations en mettant en avant leur vie de famille, partageant des moments comme les anniversaires de leurs filles ou leurs dîners en amoureux. La relation passée de Barack avec Sheila Yager reste l'un des points focaux des spéculations. Selon Garrow, les lettres échangées entre Barack et Sheila en 1990 montraient une nostalgie pour leur relation passée, bien que Barack ait clairement choisi Michelle comme partenaire de vie. Sheila, dans une interview avec Garrow, a minimisé l'impact de ces échanges, notant qu'ils étaient plus amicaux que romantiques. Cependant, les médias à sensation ont amplifié ces détails, suggérant une infidélité potentielle. Michelle, dans une interview avec Good Morning America en 2018, a abordé ces spéculations avec sérénité. Chaque couple a son histoire. La nôtre n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Leur recours à la thérapie de couple a été un tournant. Michelle a expliqué que travailler avec un thérapeute leur a permis de mieux comprendre leurs besoins respectifs. J'ai appris à demander ce dont j'avais besoin, et Barack a appris à écouter, a-t-elle dit. Cette démarche, rare pour des figures publiques à l'époque, a brisé des tabous sur la santé mentale et les relations, inspirant d'autres couples à chercher de l'aide. Des experts en relations, comme le docteur John Gottman, ont salué cette transparence, notant que la thérapie peut renforcer la communication et la confiance, même dans les mariages les plus solides. Les rumeurs ont également été influencées par le contexte racial et politique. En tant que premier couple afro-américain à la Maison-Blanche, les Obama ont fait face à des attaques souvent teintées de stéréotypes. Par exemple, certains commentateurs ont tenté de dépeindre Barack comme un homme infidèle, reprenant des clichés racistes sur les hommes afro-américains. Michelle, dans ses mémoires, aborde ces préjugés, notant que leur amour a été un acte de résistance face à ceux qui cherchaient à les diviser. « Nous savions que nous devions être plus forts que les rumeurs », écrit-elle. Leur réponse aux spéculations a été de se concentrer sur leur famille et leurs valeurs. Pendant leurs années à la Maison-Blanche, ils ont maintenu des rituels, comme des dîners familiaux réguliers, pour préserver leur unité. Michelle a également utilisé ses initiatives publiques pour rediriger l'attention. Par exemple, son programme Let's Move a mobilisé des millions d'Américains autour de la santé infantile, tandis que Let Girls Learn a inspiré des jeunes filles dans le monde entier. Ces efforts ont non seulement renforcé son image, mais ont aussi montré que leur mariage était ancré dans un engagement commun envers des causes plus grandes. Les Obama ont également tiré des leçons d'autres couples présidentiels. Par exemple, Michelle a consulté Hillary Clinton sur la gestion des pressions médiatiques. Dans une interview avec Vogue en 2016, Hillary a loué la résilience de Michelle. Elle et Barack ont su rester authentiques malgré tout.
Cette authenticité, mêlée de transparence et d'humour, a permis aux Obama de transformer les rumeurs en opportunités pour montrer leur humanité. Leur apparition conjointe sur des émissions comme The View ou The Tonight Show a renforcé leur image de couple uni, capable de rire ensemble et de s'appuyer l'un sur l'autre. En fin de compte, les rumeurs autour du mariage des Obama reflètent les défis universels auxquels les couples font face, amplifiés par leur statut public. Leur capacité à rester unis, à communiquer ouvertement et à se soutenir mutuellement a fait d'eux un modèle pour des millions de personnes. Comme Michelle l'a dit dans une interview avec People en 2020, « L'amour, c'est du travail. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. » Leur histoire prouve que, même sous les projecteurs, un couple peut surmonter les tempêtes avec honnêteté et amour. L'héritage de Michelle et Barack Obama transcende leur passage à la Maison-Blanche, incarnant un symbole universel de résilience, d'amour et de leadership authentique. Leur parcours, de leurs origines modestes dans le South Side de Chicago et à Hawaï à la scène mondiale, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le globe. Malgré les rumeurs persistantes et l'examen public intense, ils sont restés un phare d'optimisme, démontrant que l'engagement mutuel et les valeurs partagées peuvent surmonter les obstacles les plus redoutables. Leur influence perdure à travers des initiatives comme la Fondation Obama, qui promeut l'engagement civique, et les mémoires de Michelle, Becoming, qui encouragent des générations entières à poursuivre leurs rêves avec courage et détermination. Leur histoire est avant tout celle d'un couple qui a su transformer les défis en opportunités. Barack, premier président afro-américain des États-Unis, a brisé des barrières raciales, prouvant que le leadership peut transcender les divisions historiques. Michelle, avec sa grâce et son intelligence, a redéfini le rôle de première dame, passant d'une figure traditionnellement protocolaire à une militante influente pour la santé, l'éducation et l'égalité. Ensemble, ils ont incarné un modèle de partenariat égalitaire, où chacun soutient les ambitions de l'autre tout en restant fidèle à ses propres valeurs. Leur mariage, bien qu'imparfait comme tous, a résisté aux pressions grâce à une communication ouverte et un engagement envers leur famille, comme en témoigne leur recours à la thérapie de couple, un choix audacieux qu'ils ont partagé publiquement. La Fondation Obama, créée en 2014, est un pilier central de leur héritage. Basée à Chicago, elle vise à inspirer et former la prochaine génération de leaders à travers des programmes comme le My Brothers Keeper Alliance, qui soutient les jeunes hommes de couleur, et le Girls Opportunity Alliance, qui promeut l'éducation des filles dans le monde. Ces initiatives reflètent l'engagement des Obama à donner en retour aux communautés qui les ont façonnées. Par exemple, lors d'un discours à Chicago en 2019, Barack a déclaré « Nous voulons que chaque jeune sache qu'il a le pouvoir de changer le monde, peu importe d'où il vient. » Cette philosophie, ancrée dans leur propre parcours, a mobilisé des milliers de jeunes à s'impliquer dans des projets communautaires, de la réforme de l'éducation à la justice sociale. Le livre Becoming de Michelle, publié en 2018, est un autre témoignage de leur impact. Vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, il retrace son parcours, de son enfance dans le South Side à son rôle de première dame. Le livre, traduit en plus de 50 langues, a touché des lecteurs de tous horizons, en particulier les femmes et les minorités, qui se sont reconnus dans ces luttes contre le racisme, le sexisme et les doutes personnels. Lors d'une tournée mondiale pour promouvoir Becoming, Michelle a rempli des stades, de Londres à Johannesburg, partageant des messages d'espoir et d'autonomisation. Raconter mon histoire, c'est rappeler aux gens qu'ils peuvent surmonter n'importe quoi, a-t-elle dit lors d'un événement à Atlanta en 2019. Ce livre, adapté en documentaire sur Netflix en 2020, a amplifié son message, inspirant des discussions sur l'identité, la résilience et la famille. L'héritage des Obama s'étend également à leur influence culturelle. En tant que premier couple afro-américain à occuper la Maison-Blanche, ils ont redéfini l'image du pouvoir en Amérique. Leur présence a défié les stéréotypes raciaux, offrant une représentation positive pour les communautés sous-représentées. Des moments emblématiques, comme Michelle dansant avec Hélène DeGeneres ou Barack chantant Sweet Home Chicago lors d'un événement à la Maison-Blanche, ont humanisé leur image, les rendant accessibles malgré leur statut. Leur style, mêlant élégance et authenticité, a influencé la mode, le discours public et même la musique, avec des artistes comme Beyoncé et Gégé les citant comme des inspirations. En 2016, Beyoncé a dédié une partie de son album Lemonade à l'impact de Michelle sur les femmes afro-américaines, notant « Elle nous a montré ce que signifie être forte et gracieuse ». Leur engagement envers l'éducation est un autre pilier de leur héritage.
À travers Rich Hige, lancé par Michel en 2014, ils ont encouragé des millions de jeunes à poursuivre des études supérieures. Ce programme, qui soutient les étudiants de première génération et ceux issus de milieux défavorisés, a financé des bourses et organisé des ateliers dans tout le pays. En 2020, Rich Hige a célébré son millionième étudiant aidé, un jalon que Michel a marqué par un discours émouvant. L'éducation a changé ma vie, et je veux que chaque enfant ait cette chance. Cette initiative, combinée à Let Girls Learn, qui a mobilisé des fonds pour l'éducation des filles dans des pays comme le Malawi et le Pakistan, a eu un impact mesurable, réduisant les écarts d'accès à l'éducation pour des milliers de jeunes. Leur travail sur la santé publique, notamment via Let's Move, a également laissé une marque durable. Lancée en 2010, cette campagne a transformé la conversation sur l'obésité infantile, encourageant des écoles à adopter des menus plus sains et des programmes d'activité physique. Selon une étude du CDC en 2019, les taux d'obésité infantile aux États-Unis ont diminué de 4% entre 2010 et 2018, une baisse partiellement attribuée aux efforts de Michel. Elle a collaboré avec des chefs célèbres comme Jamie Oliver pour promouvoir des recettes saines et a lancé des jardins communautaires, dont celui de la Maison Blanche, devenu un symbole de son engagement. Si nous voulons un avenir meilleur, nous devons commencer par prendre soin de nos enfants, a-t-elle déclaré lors d'un sommet sur la santé en 2015. Leur soutien aux militaires à travers Joining Force, lancé avec Jill Biden en 2011, a renforcé leur réputation de leaders compatissants. Ce programme a aidé des milliers de vétérans à trouver des emplois et à sensibiliser le public aux besoins des familles militaires. Lors d'une visite à une base militaire en 2016, Michel a partagé une anecdote émouvante. Une femme de soldat m'a dit que notre travail leur a donné l'espoir de ne pas être oubliés. Cette initiative, toujours active via la Fondation Obama, montre leur engagement à soutenir ceux qui servent leur pays. Les Obama ont également utilisé leur plateforme pour aborder des questions de justice sociale. Après leur départ de la Maison Blanche, ils ont soutenu des mouvements comme Black Lives Matter, tout en prônant un dialogue inclusif. Barack, dans son livre A Promised Land 2020, réfléchit sur les tensions raciales en Amérique, plaidant pour une approche unificatrice. Nous devons écouter et construire des ponts, même quand c'est difficile. Michel, dans ses discours, a souvent évoqué son expérience en tant que femme afro-américaine, confrontée à des préjugés, pour inspirer les jeunes à persévérer. Lors d'un discours à la convention Women in the World en 2019, elle a déclaré « Les obstacles ne définissent pas qui vous êtes, c'est ce que vous faites face à eux qui compte ». Leur influence s'étend à la production culturelle à travers Hige Grund, leur société de production fondée en 2018. Avec des projets comme le documentaire American Factory, Oscar 2020, et la série We a People, ils ont utilisé le cinéma pour raconter des histoires d'espoir et de diversité. Hige Grund a signé un partenariat avec Netflix, produisant du contenu qui reflète leurs valeurs. Par exemple, Crip Camp 2020 explore l'activisme des personnes handicapées, un sujet rarement mis en avant. Barack a expliqué lors d'une interview avec Variety en 2021 « Nous voulons amplifier les voix qui ne sont pas souvent entendues ». Ce travail a renforcé leur rôle comme des conteurs d'histoires modernes, utilisant les médias pour éduquer et inspirer. Leur impact international est tout aussi significatif. Lors de voyages à l'étranger, comme en Afrique du Sud en 2011 ou au Vietnam en 2019, Michel et Barack ont promu l'éducation et l'égalité des genres, rencontrant des leaders communautaires et des jeunes. Leur visite au Ghana en 2009, où ils ont exploré le château de Cape Coast, un ancien site de la traite esclavagère, a marqué les esprits. Michel a écrit dans Becoming « Ce moment nous a rappelé d'où nous venons et pourquoi nous devons continuer à nous battre pour la justice ». Ces voyages ont renforcé leur statut d'ambassadeurs mondiaux pour le progrès. Les Obama ont aussi inspiré une nouvelle génération de leaders politiques. Des figures comme Alexandria Ocasio-Cortez et Stacey Abrams ont cité leur influence, notant comment leur authenticité et leur engagement communautaire ont redéfini la politique. En 2020, Barack a soutenu des candidats démocrates locaux, tandis que Michel a lancé When We All Vote, une initiative non partisane pour augmenter la participation électorale. En 2022, cette campagne a mobilisé plus de 2 millions d'électeurs, prouvant leur capacité à influencer le paysage politique même après la présidence. Leur vie personnelle reste un élément clé de leur héritage. En tant que parents, ils ont élevé Malia et Sacha avec des valeurs d'humilité et de travail acharné, malgré les projecteurs de la Maison Blanche.
Michelle a souvent partagé des anecdotes sur leurs efforts pour garder leurs filles ancrées, comme les obliger à faire leur corvée. Dans une interview avec People en 2021, elle a ri. Les filles détestaient ranger leur chambre, mais ça leur a appris la discipline. Cette approche parentale, combinée à leur engagement public, a fait d'eux un modèle pour les familles modernes. Enfin, leur amour continue d'inspirer. Leur 30e anniversaire de mariage en 2022 a été célébré avec des messages publics touchants. Barack a tweeté « Michelle, tu es ma meilleure amie et ma plus grande force ». Michelle a répondu « 30 ans, et on apprend encore l'un de l'autre ». Ces moments rappellent que leur héritage n'est pas seulement politique ou social, mais aussi profondément humain. Leur histoire d'amour, forgée dans l'adversité, reste un phare pour ceux qui croient en la puissance de l'engagement. Que pensez-vous de l'héritage des Obama? Partagez vos réflexions dans les commentaires.